Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce que je vais vous parler d'un sujet qui fait débat. Vous savez déjà de quoi il s'agit, puisque vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez donc bien vu le titre. En effet, je vais mener une réflexion pour tenter de répondre à la question suivante. Alien Covenant est-il un mauvais film? Avec un titre comme ça, vous vous attendez probablement à une critique, encore une autre, de ce film qu'est Alien Covenant. Probablement que vous vous attendez à ce que j'énumère toutes les incohérences ou tout ce qui m'a plu pour vous dire si oui ou non ce film est mauvais. Eh bien pas du tout. La démarche ici est, comme énoncé un peu plus tôt, de conduire une réflexion sur l'ensemble du film, sur la façon dont il a été réfléchi et conçu. Car effectivement, selon moi, Alien Covenant est un bon film. Mais cela suffit-il pour dire qu'il s'agit d'un bon film? Avant de réellement commencer à parler de ce dernier film Alien, il me paraît important de poser la question, c'est quoi un mauvais film? Il me semble en effet impératif d'essayer de définir clairement cette notion avant de commencer la réflexion. D'autant que dans le cas d'Alien Covenant, la chose n'est pas si simple. Certains considèrent que c'est un très mauvais film, d'autres pensent exactement le contraire. N'est-ce pas là la preuve de la totale subjectivité de cette étiquette qu'on a tendance à coller un peu trop rapidement, sans chercher à aller plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'un film est mauvais? Est-ce qu'un film qui ne divertit pas assez le spectateur pour lui faire oublier sa mauvaise journée est un mauvais film? Est-ce qu'un film dans lequel certaines situations ou comportements nous échappent est un mauvais film? Est-ce qu'un film devant lequel on peut s'ennuyer est obligatoirement mauvais? Est-ce qu'un film qui ne nous plaît simplement pas, peut-être parce qu'il n'est pas fait pour nous, est donc mauvais? Dans le cas d'Alien Covenant, est-ce qu'un film d'horreur qui ne fait pas peur et qui a des personnages soi-disant stupides est donc mauvais? Je n'ai absolument pas de réelle réponse à apporter à la question, mais j'ai, comme beaucoup de monde, ma propre définition de ce qu'est un mauvais film. Pour moi, un film est mauvais dès lors que ce que le réalisateur entreprend échoue. Et quand je parle d'échec, j'insiste sur le caractère irréfutable du dit échec. Qu'un film d'action ne parvienne pas à me divertir, ou un film d'horreur à m'effrayer, n'est donc pas la question. Certaines personnes ont aimé le film Suicide Squad, alors que beaucoup ont trouvé qu'il s'agissait d'une production sans âme ni ambition, et donc de mauvaise qualité. Et de même, je trouve le The Thing de Carpenter absolument effrayant, alors que d'autres rient devant ses effets spéciaux démesurés, qui peuvent sembler hors de propos. Personne n'a raison plus qu'un autre. Ici, la question de la qualité est plus laissée au compte de la sensibilité et surtout de l'humeur individuelle, car indépendamment des affinités que peut avoir une personne avec les films d'un réalisateur ou d'un genre spécifique, son jugement d'un même film peut totalement changer en fonction de sa disponibilité intellectuelle sur le moment. Maintenant qu'on a établi une base commune, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aussi, j'ai oublié de le préciser, mais cette vidéo sera bien entendu pleine de spoilers. Et pas que sur la saga Alien, je préfère prévenir. Des fois que vous tiendriez absolument à ne rien savoir des films dont je vais parler. Alien a changé, c'est un fait. La saga, comme le monstre mythique, n'ont cessé d'évoluer au fil des films. À la base, la créature imaginée par H.R. Giger était une allégorie du viol, c'est plus ou moins établi. La forme phallique étant omniprésente dans son design et sa conception, sans parler du fluide corporel qui brûle et dissout tout au contact. Cette symbolique est aujourd'hui communément admise. Dans le Alien de Ridley Scott, le faible temps de présence du monstre, bien qu'initialement dû à des raisons techniques, pour cacher l'artificialité du costume de l'époque, rajoute une véritable puissance au film, tout en renforçant cette thématique du viol et de l'agression. En effet, plusieurs études ont montré que la plupart des personnes qui sont victimes de viol connaissaient déjà leur violeur ou violeuse avant l'agression. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on voit venir et contre lequel on peut lutter en amont, on peut tout au mieux le prévenir. Dans le film de Ridley Scott, cette situation trouve écho dans le fait que le monstre naît à partir d'un personnage a priori sympathique, et que ses apparitions sont souvent brutales et inattendues. La symbolique du viol était alors très présente dans ce premier Alien. Mais dès la suite, Alien le Retour, réalisé par James Cameron, les choses basculèrent, la représentation du monstre évolua, de même que sa mythologie. L'alien n'était plus un monstre qui faisait peur, et l'angoisse et la tension naissaient avec le nombre, la créature étant assimilée à un insecte, telle la fourmi vivant en colonie et servant une reine pondeuse. L'aspect phallique de l'alien est toujours symboliquement fort, mais le sens change totalement. De métaphore du viol, on passe à un symbole d'un état patriarcal et fortement militarisé, contre lequel va se rebeller l'héroïne forte qui va finir par s'émanciper, tout en libérant une jeune fille pure et innocente, mais pas inconsciente, du joug de cette nation qui détruit pour construire. Pour rappel, les aliens viennent à la vie lors d'un acte de mise à mort. Le troisième film de la saga, judicieusement nommé Alien 3, ou Alien Cube, je ne saurais trancher, est réalisé par David Fincher, effectue encore un nouveau virage thématique pour son film. Maintenant, le monstre n'est plus ni symbole du viol,
ni d'une quelconque société patriarcale. Selon les montages, il naît dans les tripes d'un chien ou bien d'une vache fraîchement abattue. Le réconfort apporté par le chien ou la nourriture apportée par la vache sont donc interdits aux personnages qui se retrouvent ainsi condamnés tant moralement que physiquement. L'alien devient une créature infernale, inarrêtable et vengeresse, venue pour apporter le jugement dernier sur ces rebuts de la société. D'autant qu'au début du film, les compagnons de Ripley, survivants du précédent film, ont malheureusement péri dans leur sommeil, laissant donc Ripley, seule et démunie, dans un environnement où elle ne peut compter décemment que sur elle-même. C'est d'ailleurs probablement cet aspect qui a déplu au public, l'atmosphère presque apocalyptique et on ne peut plus pessimiste, donnant presque un rôle de prophète maudit à Ripley. Enfin, dans Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, par le biais de son personnage principal soudainement ressuscité, le film s'ouvre, sans mauvais jeu de mots, sur une mise au monde chirurgicale, par césarienne contrôlée, du bébé xénomorphe porté par Ripley, et qui va grandir et adopter un mode de reproduction similaire à l'homme. Fini les œufs pondus à la chaîne, la nouvelle reine alien porte sa progéniture dans son ventre arrondi. Le monstre résultant de cette gestation s'avère un hybride entre les xénomorphes et l'homme. Il a une peau molle au lieu d'un exosquelette, une langue à la place d'une seconde mâchoire, il émet des borborigmes similaires à ceux de nouveau-nés humains, et enfin, lors de sa mort, son crâne vu de face est très similaire à celui d'un humain. Et en parallèle, les aliens plus classiques sont vus pour la première fois en train de communiquer, comme s'ils menaient une conversation. Plutôt qu'une symbolique, c'est l'idée que l'alien n'est finalement pas si autre que ça, et que certains humains sont pires encore que ces créatures. Le monstre devient alors une façon de faire ressurgir le côté le plus sombre de l'humanité, ou du moins de la société, les héros du film étant, comme d'habitude chez Jean-Pierre Jeunet, des marginaux. Cette idée est confirmée par la fin alternative du film, dans lequel l'équipage de pirates retourne sur Terre et découvre ruines et désolation à perte de vue. De même, ce traitement de l'alien vient totalement remettre en question la légitimité du nom alien, xénomorphe, forme de vie étrangère, autre. Arrivent alors Prometheus et Alien Covenant, tous deux réalisés par ce cher Ridley Scott. Quand le premier sort, le 30 mai 2012, ça fait presque 15 ans que le dernier film Alien est sorti. Un nouveau millénaire est arrivé et le paysage cinématographique a radicalement changé, et un certain Avatar de James Cameron a complètement explosé le box-office, tout en révolutionnant tout un pan de l'industrie cinématographique. Le message écologique, la prouesse technique et artistique, le grand spectacle bien présent, la 3D, bref, si la seconde trilogie Star Wars a posé des bases sur lesquelles se sont fondés beaucoup de standards du blockbuster actuel, c'est réellement Avatar qui a fait démocratiser ces bases. Ainsi, dès le début des années 2010, il n'est pas rare qu'un blockbuster soit diffusé majoritairement en 3D, avec une volonté d'en mettre toujours plus plein la vue du spectateur, avec généralement une surabondance d'imagerie numérique. Et c'est dans ce contexte que sort Prometheus, qui à l'époque s'est vu à de nombreuses reprises comparé à Avatar. Le rapprochement semble effectivement cohérent, tant la volonté de Ridley Scott semble avoir été de faire un reflet inversé du film de Cameron. Là où Pandora proposait une faune et une flore riches et luxuriantes, LV-223 est composé d'une terre aride, austère et vide de vie. Quand Avatar offre une aventure de science-fiction entre guillemets familiale, Prometheus propose une épopée tragique à ne pas soumettre aux yeux de tous. De même, la civilisation des Na'vi vit en osmose avec une entité divine, de nature, capable de miracles, alors que les scientifiques de Prometheus défient constamment toute forme de déité, les actes de foi étant déconseillés tout au long du film, allant systématiquement à l'encontre du bon sens. Cependant, là où le film de Cameron et celui de Ridley Scott se rejoignent, c'est sur le portrait qu'il dresse d'une humanité en perdition. Si Avatar représente les humains comme une espèce néfaste qui ne vit que pour le profit et la violence, en faisant par ce fait l'ennemi à abattre, Prometheus montre des personnages qui prennent presque systématiquement la mauvaise décision dans leur quête de compréhension et de contrôle, ce qui va les conduire donc à leur perte. Dans les deux cas, les réalisateurs livrent une vision pessimiste de l'humanité, mais alors que Cameron propose une forme d'alternative en convertissant des humains en Na'vi et en invitant le spectateur consommateur à remettre en question ses habitudes et usages, Scott quant à lui montre une humanité condamnée par elle-même. Dans l'histoire de Prometheus, les personnages sont perdus, cyniques, dépourvus de passion et de vie. Excepté le candide personnage principal, aucun n'est habité par une quelconque forme de croyance, que ce soit en l'existence d'une quelconque entité créatrice, ou même en le succès de leur propre mission. Ils ne sont là que pour devenir riches et acquérir une réputation supérieure. Ridley Scott lui-même commente que ces personnages ne semblent éprouver aucune forme d'intérêt pour ce qui va se passer, témoignant un réel mépris de l'humanité pour tout ce qui touche au miracle, et tout ce qui les dépasse globalement. Ridley Scott crée également une dynamique entre les humains en quête de leur créateur, et David, l'androïde qui côtoie ses créateurs.
Ainsi, les humains, comme le robot, sont plus similaires qu'il n'y paraît. David étant curieux et capable de traits d'esprit. Dans le commentaire audio, Ridley Scott qualifie son personnage de robot, d'androïde, mais aussi de répliquant, ce qui renvoie à son film Blade Runner, film dans lequel le terme de répliquant désignait ce qui pourrait être qualifié d'humain manufacturé, et film qui questionnait déjà les rapports entre l'homme et sa création. Dans ce film de 1982, Roy Batty, le répliquant antagoniste, finissait par épargner Rick Deckard, le personnage principal alors chargé de l'exécuter, en lui racontant les merveilles, les miracles dont il a été témoin avant de s'éteindre devant le regard désabusé de son adversaire. Par cette séquence qui est restée dans les mémoires, Ridley Scott démontrait la supériorité tant physique que philosophique des machines sur les humains. Ici, l'homme artificiel mesure la valeur d'une vie, épargne, refuse de céder à la vengeance, se rend compte de la vanité de sa quête et quitte ce monde, paisiblement, en se remémorant des instants de grâce. A contrario, Rick Deckard s'accroche autant que possible à sa vie faite de solitude et d'alcool, se traînant d'un lieu à l'autre sans âme et sans passion. Dans ce Los Angeles de 2019, l'homme a tué l'idée de Dieu, la nature a été complètement éradiquée au profit d'usines immenses crachant leurs flammes dans le ciel en permanence, tandis que des personnes fabriquent des individus supérieurs en tout point pour pouvoir les asservir et les exploiter. Roy Batty, le répliquant, livre finalement le même combat que David, l'androïde du vaisseau Prometheus. Tous deux cherchent à s'émanciper de leurs créateurs respectifs pour prendre la place qu'ils méritent. Dans le cas de David, cette place rêvée est visuellement traduite par ce plan dans lequel il prend dans ses mains un globe terrestre miniature. Ce seul plan annonce toute l'évolution passée et à venir de ce personnage qui détient une quantité de savoir inimaginable et qui va se hisser au rang de Dieu. Et c'est ainsi que nous arrivons enfin à Alien Covenant, qui s'ouvre par une citation directe de Blade Runner, par ce gros plan d'œil. De même, toute la scène qui s'ensuit ne laisse que peu de place au doute. Ridley Scott réintroduisant David, interrogeant littéralement les raisons de son existence, et réintroduit également la dynamique déjà présente dans Prometheus. Il y a Peter Weyland qui cherche son créateur, tandis que l'individu qui l'a créé le contemple. Le créateur s'interroge tandis que le créé constate. En constatant l'origine inconnue de la création de son père, David prend conscience de sa propre supériorité, sachant lui d'où il vient. Vient alors une idée que les créations survivent au créateur, comme c'est le cas de Citizen Kane, qui est toujours reconnu comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, alors que Orson Welles est mort il y a des années, et qu'aujourd'hui beaucoup le connaissent seulement de réputation. Par ces mots, David, et par extension Ridley Scott, remet en cause la légitimité de l'homme à créer, en dépit de l'aspect éphémère de son existence. David constate la quête absurde des humains, cherchant leur créateur, mais faisant tout pour le remplacer. Comme dans Blade Runner, les hommes fabriquent de toutes pièces des hommes supérieurs pour les asservir. Cependant, le propos va encore au-delà du rapport à la machine, puisque dès sa naissance, David se retrouve au milieu d'œuvres d'art intemporelles. Le tableau de Piero della Francesca, la Nativité, servant à mettre en relation la naissance du prophète chrétien, Jésus, et la mise au monde de celui qui va mener l'humanité à sa perte, à savoir David. Aussi, lorsque l'androïde se choisit ce nom, c'est en contemplant une sculpture représentant un humain sous des proportions très amplifiées, renvoyant à Goliath. Symboliquement, c'est donc le robot qui seul va affronter l'humanité et triompher. De suite après, il va jouer au piano du Wagner, musicien connu pour ses œuvres musicales, mais aussi pour ses idéologies préfigurant la montée au pouvoir du nazisme et de l'idée de la race supérieure. Ici, la race supérieure serait l'androïde par rapport à l'homme. L'idée de Weyland, qui demande cette prestation à sa création, est d'asseoir sa supériorité en tant que créateur. Cependant, David choisissant lui-même le morceau, issu de Das Rheingold, l'entrée des dieux au Valhalla, atteste de sa propre indépendance et donc de sa supériorité sur son créateur. En tant que création, David rejoint ainsi cet art qu'il côtoie, qui perdurera dans le temps, au-delà du contrôle du créateur qui trépassera. Cela devient d'ailleurs particulièrement intéressant quand on sait que beaucoup d'artistes ne sont reconnus qu'à titre posthume. Il a par exemple fallu attendre plus d'un siècle pour que la théorie du quatrième mur, énoncée par Diderot, soit appliquée au théâtre. Ce court passage du prologue à lui seul permet de restituer parfaitement ce qu'est le personnage de David en début de film, en établissant alors distinctement ses enjeux tout au long de Prometheus, mais aussi d'Alien Covenant. Ce qui était un personnage certes important, mais pas principal du précédent film, devient ici le réel moteur de l'aventure. À l'issue de ce prologue, l'écran titre apparaît progressivement à la manière du premier film Alien, accompagné du thème principal de celui-ci, qui revient le temps de quelques notes. Les intentions sont alors posées.
Alien Covenant sera donc une rencontre entre les deux films majeurs de science-fiction réalisés par Ridley Scott, à savoir Alien le 8e passager et Blade Runner, respectivement sortis en 1979 et 1982. Par la suite, l'on découvre le vaisseau colonial Covenant, et alors que la presque intégralité de l'équipage est endormi, un androïde, joué par Michael Fassbender, veille au grain, tel un véritable gardien des lieux. La situation est à peu près identique à celle qui démarrait Prometheus, mais là où David profitait de son non-sommeil pour se cultiver et apprendre, ce nouvel androïde, qui s'appelle Walter, vérifie minutieusement que tout est en ordre, que rien ne vient perturber le bon déroulement de la mission. Se dessine alors une sorte de complémentarité et à la fois une opposition entre ces deux robots, tous deux interprétés par le même acteur, comme les deux côtés d'une même pièce. En effet, comme on le constatera tout au long du film, Walter est le véritable miroir inversé de David. Il est machinal, distant, pragmatique et ne pense qu'à la réussite de la mission de colonisation du Covenant, allant jusqu'à se sacrifier pour sauver l'équipage. Il n'a pas d'émotion, se montre parfaitement docile et bienveillant envers ses maîtres. Au contraire, David n'hésitait déjà pas, à plusieurs occasions, à compliquer la tâche de l'équipage du Prometheus. Il a des émotions et un libre arbitre, ainsi qu'une soif insatiable de création. Voilà la principale différence entre les deux androïdes. Walter exécute, tandis que David crée. Il sera révélé au cours du film que Walter est une version améliorée de son double, celui-ci ayant causé problème à cause de ses émotions. Elles ont été supprimées dans les modèles ultérieurs afin de les rendre dociles. Par cette dualité, on peut voir un rapprochement avec le monde de l'art et de l'industrie qui l'accompagne. Après tout, David est né, comme nous l'avons vu précédemment, au milieu d'art, et le monde du cinéma est ainsi tout particulièrement visé. Walter représentant ces jeunes réalisateurs qui ne sont pas dénués de bonnes intentions, mais qui sont bridés dans leur création par des strates supérieures pour ne pas risquer de heurter la moindre sensibilité. Et de son côté, David représente le cinéaste indépendant qui fait passer ses idées et sa personnalité à ses œuvres, quitte à laisser le spectateur à l'écart. Plus spécifiquement, on peut y voir une représentation de Ridley Scott, tiraillée entre une volonté de satisfaire le public et de livrer des films efficaces et sans fioritures, qui se déroulent sans accroc, et une ambition créatrice démesurée qui cherche à prendre le dessus à tout prix. C'est une confrontation entre sa volonté de rendre ses films accessibles et celle de les rendre élitistes. Et au-delà de la symbolique de la dualité, cette confrontation est directement constatable dans le film. Parce que si Alien Covenant est en quelque sorte le blockbuster d'aventure de la saga, notion qui semble être la définition même de ce qu'est un film grand public, Ridley Scott n'oublie pas, comme d'habitude avec les films de la licence, de livrer une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et sur l'humanité en général. On peut avoir tendance à l'oublier, mais un film quel qu'il soit véhicule une vision du monde, qu'il s'agisse d'un Marvel, d'un Star Wars ou encore d'un film de Park Chan-wook en passant par Andrei Tarkovsky. Chacun a une vision qui conditionne ses personnages, ses péripéties et surtout son propos. Dans le cas d'Alien Covenant, si par le commentaire audio Ridley Scott qualifie l'équipage du vaisseau de diversifié et varié, et que toutes les professions, et que donc en quelque sorte l'élite de l'humanité, soient rassemblées, alors que le public a trouvé ces mêmes personnages terriblement stupides, ces deux pensées ne sont pas incompatibles. Car si effectivement ces personnages représentent les individus les plus qualifiés de l'espèce humaine, le fait que ces personnages soient idiots ou non témoigne d'une vision du monde. En l'occurrence, Ridley Scott pense que l'émotion, quelle qu'elle soit, est la base de tous les problèmes, comme il le déclare lui-même dans le commentaire audio du film. Dans Alien Covenant, les personnages font en permanence des choix imprudents et inconsidérés, qui vont généralement se solder par le décès d'un ou plusieurs membres d'équipage. Et presque à chaque fois, cette mauvaise décision est prise à cause d'un trouble émotionnel. Le vaisseau dévie de sa trajectoire initiale, malgré tout le scepticisme de la compagne du défunt capitaine, celui-ci s'étant retrouvé pris au piège des flammes dans son caisson d'hypersommeil quand un incendie accidentel s'est déclenché. Par ce fait, l'équipage est donc totalement effrayé à la simple idée de retourner dans ses caissons, et tandis que leur destination reste encore à plusieurs années de trajet, la réception d'une transmission miraculeuse, émanant d'une planète similaire mais bien plus proche, s'avère salvatrice. C'est donc la peur qui détourne l'équipage de sa destination première et causera leur mort. Lorsque vers la fin du film, le personnage de Oram regarde dans le fameux œuf, c'est une forme de curiosité mystique qui l'anime. En effet, c'est David, le dieu créateur autoproclamé, qui invite l'homme religieux qu'il est à regarder. Cette confrontation s'ajoute à la même curiosité interrogative qui a poussé Kane, incarné par John Hurt, à regarder l'œuf d'un peu trop près au début du premier Alien. Ridley Scott assume d'ailleurs parfaitement la référence, comme une citation dans la lignée de l'écran titre qui renvoyait déjà à ce film, ou encore le gros plan sur l'œil de David qui citait Blade Runner. La volonté de Ridley Scott semble être de présenter un équipage de personnes banales, quand bien même celles-ci appartiennent à une forme d'élite de l'espèce. Ce ne sont que des humains, érudits ou pas, malins ou pas. Ce sont donc des individus, certes qualifiés, mais faillibles et fragiles. Il faut penser pratique, mais la panique prend le dessus. C'est particulièrement pour cette raison que David est supérieur à l'être humain. Parce que s'il a des émotions, il ne se laisse pas submerger par celles-ci, et sait rester pragmatique en toutes circonstances.
Quand les membres de l'équipage affrontent les néomorphes, ils ne savent absolument pas quoi faire et agissent dans la hâte. Ainsi arrive David, qui par une unique action réfléchie sauve la situation. Cette scène parvient d'ailleurs à montrer distinctement le basculement de menace au sein du film. Si les créatures sont agressives et tuent plusieurs membres de l'équipage, elles ne sont rien face au réel antagoniste, qu'est David. Comme nous l'avons vu précédemment, la saga Alien n'a cessé de changer de thématique et de symbolique. Et ce Alien Covenant ne déroge absolument pas à la règle et livre une nouvelle approche du monstre mythique. Ainsi, le réalisateur décide d'aborder la créature par le prisme de son créateur, David, et donc par extension H.R. Giger, mais aussi et surtout Ridley Scott lui-même. L'alien ici n'est donc plus une entité mystérieuse et effrayante sur laquelle on va mener, ou du moins chercher à mener, des expériences. Il est le résultat de ces expériences. En un sens, si David est la représentation de Ridley Scott, sa créature représente le premier film, Alien le 8e passager. Auquel cas, le laboratoire dans lequel David l'a créé serait donc les coulisses du film, et les expériences menées dans les autres films de la saga, surtout le 4e, pourraient être toutes les études et analyses qui se sont basées sur le film. Et ce Alien Covenant est finalement un réel trajet vers les origines de la saga, parce qu'on y apprend effectivement la création du xénomorphe, mais aussi la création des films. Tout Alien Covenant, au final, mène vers Alien le 8e passager, tant sur les scénarios que par la symbolique. La scène de naissance du proto-xénomorphe pourrait se voir comme la façon dont Ridley Scott a vécu la sortie du premier Alien à l'époque. Ridley Scott avait un projet qui ne demandait que quelques personnes ayant foi, prêtes à porter le dit projet pour que celui-ci puisse exister. Et après une certaine gestation, pendant laquelle trépigne le réalisateur, le film sort et devient rapidement culte, dans le sens le plus primaire du terme. C'est alors que la séquence de flashback du milieu de film prend tout son sens. En effet, quand David éradique le peuple des ingénieurs, en faisant pleuvoir l'huile noire, dans une séquence totalement apocalyptique, c'est également Ridley Scott qui démontre l'étendue de son savoir-faire à ces personnes qui n'ont pas cru en lui. Les ingénieurs sont ces producteurs tout-puissants qui rendaient problématique la production de ces films. David, repensant à ses actions, cite Ozymandias. Look on my works, ye mighty, and despair. Une analogie peut d'ailleurs se faire sur la réception critique des récents films du réalisateur. La substance noire serait alors le nouveau film que Ridley Scott va sortir, terme qui se traduit par release en anglais, qui signifie également libérer, idée de libérer la bête, relâcher un monstre, etc. Le film serait ainsi une créature abominable et sans pitié. Celui-ci va s'abattre sur les incrédules qui vont le voir et qui finissent par publier des vidéos assassines parce qu'ils n'ont pas bien reçu le film, tout en pensant que ça va changer quelque chose. Parce que dans Alien Covenant, il est question de transmission. Comme nous l'avons vu précédemment, David vient au monde entouré d'art qu'il connaît sur le bout des doigts. D'un simple regard, il identifie une toile de Piero della Francesca, et sur une simple invitation, il joue parfaitement, sans entraînement préalable, un morceau de Das Rheingold de Wagner. Il était déjà question de connaissance, d'appropriation et de prestation. Et c'est exactement le travail auquel s'adonne Ridley Scott quand il fait un film. Il accumule des références, Star Wars dans le premier Alien, Lawrence d'Arabie dans Prometheus, Dr. Folamour, Ozymandias dans Alien Covenant, etc. et se les approprie pour créer son film à partir de cette appropriation d'un matériau artistique antérieur. Toute cette symbolique trouve un aboutissement lors de la séquence où David apprend à Walter à jouer de la flûte. Le temps de cette scène, Walter n'est plus une facette de Ridley Scott, mais un jeune qui veut se lancer dans le cinéma. Pour ce faire, il marche sur les traces d'anciens réalisateurs responsables de films emblématiques, avant de livrer sa propre création, une fois familiarisé avec les codes et pratiques de ce milieu. Ici, la flûte est donc le cinéma. Mais globalement, il s'agit de la culture et de l'art qui se transmet aux autres pour qu'ils puissent créer. Cette idée se poursuit lorsque David poignarde Walter avec la flûte, en déclarant sa déception. Car une fois encore, Walter est une version malléable et docile de David. Symboliquement, ce serait le réalisateur plein de talent qui se serait fait repérer par un gros studio, qui l'aurait engagé et l'aurait réduit à faire des produits consensuels et inoffensifs. Et c'est le cas d'un grand nombre de jeunes réalisateurs qui ont fait un ou des premiers films pleins d'ambition et qui ont fini par se faire engloutir dans ce système de production culturelle. La flûte, soit le savoir transmis, est au final ce qui va paralyser Walter, le jeune cinéaste. Cependant, par la suite, celui-ci va réussir à se sortir de cette torpeur créatrice et à confronter ses inspirations, pour au final former une osmose avec celle-ci. Une fois encore, cela se traduit par une confrontation entre David et Walter, le maître et l'élève, dont l'issue est incertaine. On comprend que David en est ressorti vainqueur, mais il y a malgré tout une réelle ambiguïté dans le jeu de Michael Fassbender, faisant que les deux androïdes semblent fusionner, comme si Walter avait compris les aspirations de David et poursuivait son œuvre. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Walter et David étaient également les prénoms des producteurs du premier film Alien. Maintenant unifiés, les deux producteurs vont pouvoir s'atteler à la mise en place du tout premier film de la saga.
Au final, Alien Covenant n'est pas un mauvais film, quoi qu'on puisse en dire. Il peut y avoir des éléments qui, à première vue, ne font pas sens, mais la majorité s'explique d'elle-même pour peu que l'on soit attentif au film ou que l'on prenne la peine d'y réfléchir un minimum. Car pour pleinement apprécier Alien Covenant, il me semble important de voir au-delà de ce que nous montre Ridley Scott et chercher le pourquoi. Car comme il le dit lui-même dans le commentaire audio du film, à la base de tout, il y a le pourquoi, et seulement ensuite vient le quoi. Ce film est donc le résultat de nombreux choix artistiques personnels, et chaque élément fait sens dans la logique du réalisateur. Selon lui, les films doivent être personnels, il le faut. C'est donc logiquement le cas d'Alien Covenant, et il est donc normal que certains ne s'y retrouvent pas. Ce n'est clairement pas un film fait pour tout le monde, ne serait-ce que visuellement, le spectacle est relativement violent, et Ridley Scott prend un malin plaisir à mettre à mort ses personnages de façon spectaculaire. Bien entendu qu'une partie du public qui tient à pouvoir s'identifier et s'attacher aux personnages pour apprécier un film n'ont pas pu aimer, ce serait selon moi un contresens que de s'attacher à ces personnages, que le réalisateur s'amuse à torturer de façon aussi gratuite, comme pour les punir de leurs mauvaises décisions. À mon sens, le problème est que beaucoup n'ont pas fait la démarche de chercher à comprendre la volonté du réalisateur, car concrètement, ses ambitions sont couronnées de succès, il parvient parfaitement à véhiculer ce qu'il cherche à véhiculer, et même si beaucoup ne s'y sont pas retrouvés, bien d'autres ont été sensibles à cette proposition. Il est normal, et je dirais même important, que ce film divise, comme c'était déjà le cas de Blade Runner à l'époque, qui est toujours aujourd'hui le film le plus personnel de son réalisateur, et qui n'a acquis la reconnaissance qu'il méritait que bien des années après sa sortie, ayant complètement bidé à l'époque. Aujourd'hui, personne ne vient remettre en question les qualités de Blade Runner, et peut-être que dans 30 ans, ce sera également le cas d'Alien Covenant. Seul l'avenir nous le dira. Attendons de voir.